Place. Et on vous écoute. C'est bon. Alors, je suis Michèle Charlotte. J'ai fait un master de droit social et gestion des ressources humaines et je suis en préparation de l'examen du barreau à l'IEJ. Et j'ai choisi le sujet « Faut-il ouvrir les prisons ?» Donc, dans un premier temps, le sujet paraît un peu provocateur au premier abord. Donc, je vais refaire un petit focus sur la prison en elle-même, qui est un terme assez générique qui désigne un lieu d'enfermement, par extension qui désigne la peine d'incarcération. En France, ça désigne différents établissements pénitentiaires, le centre d'éducation fermé, la maison d'arrêt, le centre de détention, la centrale, le quartier de semi-liberté, qui se distinguent par la population accueillie, le régime sécuritaire, et qui sont tous gérés par l'administration pénitentiaire, dont la mission principale est d'exécuter les peines et de favoriser la réinsertion. En France, on compte 191 établissements pénitentiaires, donc 98 maisons d'arrêt, 86 établissements pour peine, 6 établissements pour mineurs, 1 établissement de santé à Fresnes, pour une population de 77 883 personnes placées sous écrou. Alors, à la question, faut-il ouvrir les prisons? Moi, je répondrais oui. Et il faut avoir, à ce titre, plusieurs approches. Dans un premier temps, l'approche la plus radicale, c'est l'approche abolitionniste, c'est-à-dire ouvrir les prisons pour les fermer, c'est-à-dire supprimer les prisons, qui sont prônées par certaines associations, notamment par l'Observatoire international des prisons. Pourquoi? Dans un premier temps, on pense aux conditions de détention. En France, la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. On pense à un arrêt de décembre 2013 sur l'ancienne prison de Nancy qui a été depuis fermée. On pense également à la prison de la Santé, qui a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal administratif de Paris en décembre 2014 et qui a fait également l'objet d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, M. Delarue, dans lequel il qualifiait les conditions de détention à la santé d'indignes, dégradantes en raison de la vétusté, de la promiscuité et des manques aux règles d'hygiène. Et la CEDH de dire en 2013 à propos de la prison de la Santé que ceci avait pour conséquence de créer chez le requérant des sentiments de désespoir, d'infériorité propres à l'humilier et à le rabaisser. La prison devient alors un endroit de torture. En témoigne la lettre des emmurés vivants à perpétuité de la centrale de Clairvaux, qui dans une lettre de 2006 nous disent « Nous, les emmurés vivants, appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Nous préférons en finir une bonne fois pour toutes que de crever à petit feu sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misère absolue. Combien d'entre nous, du moins pour ceux qui ne sont pas décédés depuis, ont purgé plusieurs années au-delà de la peine de sûreté de 18 ans? On ne peut en sortir que sénile et totalement brisé. En pareil cas, qui peut vraiment se réinsérer? Alors certes, la prison a d'abord une vocation à l'expiation. Elle doit permettre aux condamnés de souffrir au moins autant que la victime. Elle a aussi vocation à protéger l'association immédiatement en isolant le condamné. Elle a également un effet dissuasif. Pour autant, depuis 1987, l'administration pénitentiaire a pour mission la réinsertion en réadaptant, en rééduquant le condamné. Mais la réinsertion à quoi? Après 20 années de passé derrière les barreaux, après une vie de trafic et de délinquance. Lorsque la prison coupe totalement l'individu de la société, dans quoi doit-il être réinséré? Alors l'approche change. Désormais, et depuis un décret de 2014, on parle de désistance. D'ailleurs, le ministère de la Justice a créé un observatoire, dit Observatoire de la récidive et de la désistance. Cette notion qui émerge dans les milieux, et notamment dans certains milieux de professeurs en criminologie, est une notion qui vise à appréhender pourquoi l'individu sort de prison, quels sont les facteurs de la délinquance, quels sont les facteurs propres à le faire sortir de la délinquance. Plusieurs émergent: l'âge, les relations, les interactions sociales et l'environnement de vie. À tel point, donc, que désormais un observatoire est créé et qu'on va de plus en plus moins vers une notion de réinsertion qu'une notion de sortie de la délinquance. Mais avant d'envisager une approche un petit peu trop radicale de la prison,
Il faudrait plutôt ouvrir les prisons au monde. D'abord, pour les personnes détenues, on sait que ça existe déjà, il existe certaines modalités. Dans un premier temps, la semi-liberté. Désormais, la contrainte pénale depuis la réforme de Mme Taubira, qui couple un certain nombre d'obligations à un accompagnement soutenu, qui va à l'encontre du tout carcéral, en évitant l'incarcération pour certains délits, je pense notamment au délit routier. Incarcération qui est loin d'être reconnue comme efficace pour ces délits-là. On pense également au placement sous surveillance électronique, on pense également au placement à l'extérieur. L'enfermement devient alors en pointillé pour suivre une formation, une activité professionnelle. On pense également ouvrir les prisons au monde, c'est également l'ouvrir à la société, aux associations, certaines associations rentrent, notamment les visiteurs de prison, également les aumôniers. Donc ouvrir aussi au monde, au culte, c'est un sujet assez actuel et on voit que l'administration pénitentiaire commence à se saisir de ce sujet. Ouvrir les détenus au monde, c'est aussi les former, c'est aussi leur permettre de continuer à voir leur famille. On sait que les conditions d'émergement, les conditions de réception des familles ne sont pas des plus optimales et c'est là-dessus aussi également qu'il faut travailler. Alors oui, il faut ouvrir les prisons. Bien sûr, il faut ouvrir les prisons, peut-être pas les supprimer, mais en tout cas les ouvrir au monde pour contrer l'isolement et éviter que la prison soit une mini-société à l'écart de la société.